Hey, bonjour, je me présente, je m'appelle Steve Gay. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter une petite capsule d'information que je pense qui peut être très utile à cette période-ci de l'année. Donc, la dépression saisonnière, mieux la comprendre pour mieux agir. Avant tout, quand on parle de dépression, ben, on parle quand même ça prend un diagnostic, hein, parce qu'on parle pas, on lance pas, ah oui, je fais une dépression saisonnière comme ça. Il faut aller voir un médecin pour avoir un diagnostic. J'aimerais vous montrer sur quoi que le médecin va se baser pour établir un diagnostic. Eh bien, il va ouvrir son livre au niveau de la santé mentale, là, le DSM-5, le plus récent livre, et puis il va regarder s'il y a 5 des symptômes suivants qui sont apparus dans votre vie dans les 5 dernières semaines. Maintenant, si vous voulez, il faut vous observer, voir si ces symptômes-là sont dans votre vie depuis plus que 2 semaines. Donc, le premier, c'est une humeur. Une humeur, c'est comment on se sent, là, dépressive, présente la plus grande partie de la journée. Il y a des petits moments que ça va bien, que ça va un petit peu mieux, mais la plupart du temps, là, on se sent vraiment là, amorphe. Là. On se sent que c'est difficile. On parle de diminution marquée de l'intérêt et des choses qu'on aimait faire avant. Le mot pour ça, c'est l'anédonie. Il y a des activités qu'on aimait, on aimait aller marcher, on aimait cuisiner, on aimait faire jouer de la musique, lire. Et puis là, ça semble rendu une montagne, ça semble tellement difficile, on n'a plus le goût. Anédonie. On parle d'une perte ou un gain de poids significatif dans le cours des 2 dernières semaines. Donc, s'il y a eu vraiment un changement, eh bien, on se pose des questions. Surtout s'il n'y a pas eu de régime, il n'y a pas eu de rien qui a été modifié. Si on parle d'insomnie ou d'hypersomnie, la difficulté à s'endormir, se réveiller en plein milieu de la nuit, avoir de difficulté à reprendre le sommeil, ou au contraire, tout le temps être fatigué, tout le temps avoir envie de dormir. Une agitation ou un ralentissement psychomoteur. Donc, dans notre gestuelle, dans la façon de bouger, dans la façon de notre énergie physique, comment on se sent quand on bouge. Est-ce qu'on a toujours la bougeotte qu'il faut toujours bouger, ou est-ce que plutôt on est vraiment là, amorphe encore une fois, puis avoir faire la patate sur le sofa. On parle aussi de fatigue ou de perte d'énergie presque à tous les jours. Ça revient pas mal avec l'humeur dépressive. C'est sur cette fatigue là qui va être vraiment physique. Là. Un sentiment de dévalorisation, ça commence à être moins le fun. De se poser des questions sur soi-même, d'avoir des réflexes de culpabilité, de se rapporter ça à soi-même, puis de s'en faire, d'avoir beaucoup de tracas. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer. Il peut y avoir une période d'examen, une période de travail plus accrue, puis on a de la misère à rester focus. Puis là, ça peut être l'agitation psychomoteur qui peut arriver, on n'est pas capable de rester en place. Ça bouge beaucoup, là. Ou ça peut être la difficulté à prendre des décisions pour des banalités, bien des fois. Tu vas à l'épicerie, puis je ne sais pas choisir entre telle ou telle affaire. Ça peut être dans tous les jours, mais quand ça devient plus marqué, là, pendant une période de 2 semaines et plus, là, on peut se questionner. 9e point, une pensée de mort. Alors là, il y a encore 2 fenêtres qu'on peut regarder. Il y a des idéations passives de mort. Ça veut dire, dans le fond, je ne sais pas moi, des pensées comme les gens seraient mieux si je n'étais pas là. Qu'est-ce qui arriverait si j'avais un accident, puis je mourrais. Puis, tu sais, vraiment, mais c'est passivement. On ne pense pas activement à mourir. Ou ça peut arriver que ce soit vraiment des idéations de mort, avec des idées, des plans en tête. Là, on ne parle plus du même niveau. Là. On parle vraiment là, dans ce temps-là qu'il faut aller consulter le plus rapidement possible. Et c'est très important. On ne laisse pas ça à la légère. Mais quand que tous les symptômes, on en regarde, il y en a 9, mais si on en a 5 là-dedans, qu'on se reconnaît pas mal, puis ça dure depuis plus que 2 semaines, alors ça pourrait être signe. C'est pas moi qui vais un diagnostic parce que je ne suis pas médecin, mais ça pourrait être un signe qu'on est dans un épisode dépressif. Puis encore là, tout est une gradation. Hein? Il peut y avoir une dépression légère, mineure ou vraiment plus sévère. On parlait de dépression saisonnière. Alors, qu'est-ce que la saison vient faire dans tout ça? Eh bien, on vit au Québec. Hein? On vit dans une super belle place, on a 4 saisons, il y a des changements, c'est super quand on y pense. Mais d'un autre côté, ça prend beaucoup d'adaptation. Vivre avec tous les changements dans le climat là, de façon, ça va vite. Là, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on est encore à faire des activités extérieures, il faisait chaud, il faisait beau, on avait du temps pour faire nos choses dehors. Là, les journées sont rendues tellement courtes. Ouf! Juste à titre d'exemple, là aujourd'hui, là, on est au mois de. Où est-ce que je suis aujourd'hui? On est le 23 octobre.
Bon, le 23 octobre, ici, là, on s'en va là, vers l'hiver. Il n'y a plus de grandes feuilles. Là, malgré qu'aujourd'hui, il fait beau, une belle journée, il fait chaud. Toute la semaine, ça fait gris. Ça paraissait sur les humeurs. Je me rendais compte au travail avec les gens que je côtoie. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est le soleil. Le soleil, il est dans un cycle. Dans le fond, on a moins d'ensoleillement dans une journée. Je regardais aujourd'hui, je pense qu'on avait environ 10 heures d'ensoleillement pour la journée. C'est-à-dire que, mettons, je vais travailler aujourd'hui, je me lève à 6 heures, ben, il fait sombre, il fait noir. Et puis, je reviens de travailler à 5h30, puis il fait encore sombre, il fait encore noir. Puis, si on va dans un bureau qui n'a pas de lumière, ben, c'est difficile. C'est normal que c'est difficile sur le body. Puis, c'est pas fini. On se revoit vers le 21 décembre, où est-ce que c'est la journée la plus courte de l'année. La journée la plus courte de l'année, là, on a 8h30 d'ensoleillement. Ça, on va avoir une fois de dessin, on le sait. On se lève le matin, puis là, on va avancer l'heure. On se lève le matin, et puis même à 7h, il commence à avoir de la lumière, puis à 4h, on revient, il fait noir. Si moindrement, je me lève tard, je me lève à 9h, 10h, le soleil se couche, j'ai encore moins de luminosité. D'où l'importance de la période de l'hiver d'avoir un maximum de luminosité. Puis, quand on a 16 heures d'ensoleillement dans une journée en plein été, ben c'est le contraire. Là, on est surstimulé, c'est le temps de faire des projets, c'est le temps on est plus disposé à être vraiment à l'extérieur. On est nourri, c'est un petit peu notre énergie, le soleil. Donc, une fluctuation dans les saisons, est-ce que ça peut signifier une fluctuation dans les humeurs? Poser la question, ben, c'est y répondre. Pourquoi? Ben, c'est sûr que je pourrais partir là, dans des longues explications, puis ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo plus tard. Peut-être même que si des gens sont intéressés, je pourrais faire une capsule sur la bipolarité, la maladie affective bipolaire. Les gens qui ont des fluctuations majeures au niveau des humeurs, si les gens sont intéressés, juste à m'écrire un petit mot, puis je pourrais probablement faire une vidéo à ce sujet-là. Maintenant, revenons au sujet, la mélatonine. La mélatonine, lumière, quel impact ça peut avoir? Tout le monde connaît la mélatonine. Hein? On en voit un supplément dans les pharmacies en vente libre, c'est pas dur à acheter. Ce que ça fait, c'est que ça l'aide à avoir un endormissement puis à maintenir un sommeil plus longtemps. Mais la mélatonine, vous savez sûrement, c'est produit par le corps, par la glande pinéale, à l'intérieur du cerveau. La glande pinéale va réguler le cycle éveil-sommeil, aussi au niveau de l'alimentation. Donc, on parlait tantôt de perte de poids ou de gain de poids. La glande pinéale est centrale à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut comprendre que la mélatonine, elle est produite dans le corps quand il fait noir. Quand il n'y a pas de lumière, la mélatonine, elle augmente ses niveaux. Puis quand il fait clair, quand il y a du soleil, bien, la mélatonine n'est pas produite par la glande pinéale, donc elle diminue. Donc, le schéma ici, il est ici. Le soleil rentre à l'intérieur de l'œil, dans la rétine, va refléter, ça va jusqu'au nerf optique. Le nerf optique s'en va en arrière, et ça va toucher la glande pinéale. Et puis, ce qui va arriver, comme j'ai dit, c'est va diminuer le niveau de mélatonine. En été, le taux de mélatonine va être beaucoup plus bas qu'en hiver, parce qu'il y a beaucoup plus d'ensoleillement. En hiver, ce qui se produit, ben, dès qu'on se ferme les yeux, dès qu'on rentre dans un environnement plus sombre, la mélatonine augmente au niveau, elle se remplit. Mais c'est la même chose si le ciel est ennuagé. C'est la même chose si on travaille dans un bureau qui n'a pas de fenêtre et qu'on n'a pas de luminosité. On se rappelle que la lumière fait diminuer le taux de mélatonine et inversement, augmente lorsqu'il fait sombre. Donc, on voit-tu la corrélation? Qu'est-ce qui se passe? La mélatonine commence à être sécrétée vers aux alentours de 8 heures. Ça commence à faire noir. Dans une journée traditionnelle, une journée que le soleil va se coucher vers ça 8 heures. Le pic va monter jusqu'à où il fait plus noir, dans le fond, avant que le soleil se lève, avant 4 heures du matin. Donc là, on devrait être dans un endormissement le plus profond dans une nuit normale. Et puis, il se remet à baisser pour arriver à un seuil là, à midi qu'il n'y en a quasiment plus de mélatonine dans le corps. Donc, nous, on se lève. Si je me lève en été à 6 heures le matin, j'ai une flèche à peu près ici, à 6 heures le matin, vu que le soleil est déjà très présent, bien, la mélatonine,
j'ouvre les yeux, c'était très, très, très clair. Même que le soleil va me réveiller si j'ai pas une bonne toile dans ma chambre. Et puis, ça me motive à me lever. Parce que le taux de mélatonine descend avec la lumière. Par contre, quand on est en hiver, qui commence à faire clair vers 7h, 7h, 7h30, je suis le seul qui a remarqué que c'est dur de se lever. Je pense pas, hein? C'est normal que ce soit plus difficile parce que la mélatonine est très, 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 très présente à l'intérieur de nous. Donc, on est fatigué. On est en mode sommeil. À surveiller que c'est la raison pourquoi on conseille d'éviter les appareils avec de la lumière bleue, comme un iPad ou un iPhone, peu importe, qui va projeter de la lumière et qui va empêcher la mélatonine de se placer dans notre corps et qui va retarder l'endormissement. Donc, comment on peut remédier à cette situation-là, qui est, somme toute, quand même facile à comprendre? Eh bien, c'est en déjouant un petit peu le mécanisme humain. Idéalement, là, même en hiver, il faut sortir au moins une bonne heure à l'extérieur en journée ensoleillée pour avoir un regain. Là. Mais souvent, on ne fait pas ça le matin en se levant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la luminothérapie peut être une alternative très intéressante pour éviter la dépression saisonnière. Pourquoi? Eh bien, comme on l'explique, ce qui est difficile le matin, là, en période hivernale, c'est la difficulté à se mettre en marche. Tout le temps un sentiment de fatigue, puis un sentiment là, de vouloir retourner se coucher, à cause que le niveau de la mélatonine est haut. On fait comment? Ben, on trafique en injectant, en prenant des faisceaux de lumière dans nos yeux de façon artificielle. On parle de lumière ici, une luminothérapie qui va faire dans le 10 000 lux. On ne parle pas de lumière qui va être bleutée, mais on choisit une lumière qui est blanche parce que ça a un meilleur impact au niveau de la rétine. On met vraiment le positionnement là, environ là, à 50 cm, 2 pieds là, du visage. Un regard indirect, on ne fixe pas la lumière bien sûr, mais ce qui est agréable, c'est qu'on peut le faire comme un moment, un cadeau qu'on se fait à nous autres mêmes. Donc le matin, s'il faut se lever une demi-heure plus tôt, ou on l'inclut dans notre routine, en déjeunant avec une luminosité, on peut faire de la lecture aussi, on peut regarder notre cellulaire, on peut faire plein d'autres choses. C'est juste important, c'est que la luminosité entre à l'intérieur par le canal et qui va stopper la production de mélatonine par la glande pinéale. Donc, regard indirect, l'important c'est la régularité. Si je le fais une fois par mois, ça ne donnera rien. C'est de le faire à tous les jours, une routine, une demi-heure par jour. Il y a vraiment des bons résultats à aller chercher. Donc, c'est une alternative peu coûteuse. Parce qu'une bonne langue, on peut parler d'environ 150-200 $. Oui, c'est un investissement, mais ça coûte bien moins cher qu'un arrêt de travail. Suite à ça, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, si c'est possible, là, je vais toujours essayer de mettre la médication en deuxième plan. Si c'est nécessaire, ben, parfait, la médecine en prescrira. Et si on peut éviter d'avoir une prise de médication, ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je suggère? Ben, les études démontrent que ça fait longtemps que l'oméga 3 est mis en premier plan. Souvent, quelle sorte d'oméga 3 qu'on prend, Steve? Ben, si tu prends l'ADH, ça va être plus au niveau cardiovasculaire. Puis si tu prends l'EPA va être plus au niveau cérébral, puis au niveau du système nerveux. À le fond, c'est un bon gras. Je l'image vraiment en disant que c'est comme un gras ou une huile qu'on met pour que nos neurones travaillent mieux. Mais il y a eu des bons résultats qui sont prouvés. Le magnésium, pas besoin de prendre un supplément, s'il le faut, ok. Mais ça peut être dans l'alimentation, faire des petites modifications qui vont nous aider à augmenter notre taux de magnésium dans le corps. J'ai lu des études dernièrement qui montraient que près de 80% de la population avait un déficit de magnésium à cause de l'alimentation qui est transformée. Aussi faire attention parce que l'alcool fait diminuer le taux de magnésium à l'intérieur du corps. Encore une fois, l'alcool avec modération, on parle de modération, on parle de quantité qu'on va prendre, puis aussi la fréquence qu'on va en prendre. C'est de se laisser des journées dans la semaine sans boire pour éviter d'avoir une accoutumance et une dépendance. Parce que vu que l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central, ce qui peut arriver, c'est que c'est un dépresseur. C'est sûr que sur le coup, en prenant de l'alcool, il y a peut-être un effet d'euphorisant ou de joie, mais il y a toujours, dès qu'il y a une montée, il y a une descente. C'est inversement proportionnel tout le temps. Donc, faire attention au niveau de l'alcool qu'on prend.
Aussi des vitamines, des suppléments. Tout ce qui est du complexe B, dans le fond, c'est qu'on parle que c'est au niveau du système nerveux. Le B12, entre autres, pour la formation de sérotonine. Vitamine C, ça c'est hein, les bonnes oranges là, de Floride qui arrivent à ce temps-ci de l'année, on peut en manger là, vraiment bien. C'est bon pour le cortisol et le stress. Puis la vitamine D, vitamine soleil. Encore une fois, la plupart des études démontrent qu'il y a vraiment une déficience de vitamine D dans le corps des personnes qui vivent dans un niveau vraiment plus nordique. Donc, c'est envisagé, c'est toutes des choses qui sont disponibles facilement. Peut-être aller voir un naturothérapeute, c'est une bonne idée. Maintenant, quand on se rend compte de tout ça, on peut essayer de prévenir, on prend la lumière, on prend des bons compléments, mais il faut essayer de se regarder. Tu sais, tantôt, là, on voyait là, que la fluctuation des saisons. Ben, qu'est-ce qui se passe avec les animaux à ce temps-ci de l'année? C'est pas le temps d'aller gambader là, puis d'aller se faire un gros party. Là. Ils se préparent pour la saison hivernale. Là, il y a des animaux qui vont hiberner, qui vont vraiment se mettre en mode là, repos. Puis, tu sais, quand on y pense, l'être humain, là, normalement, on était setupé avec le rythme de la nature. L'été, on travaille fort, les récoltes à l'automne, et puis rendu en hiver, ben, c'est plus un monde intérieur. Par contre, avec le mode de vie qu'on a actuellement, ben, la société tourne en 24/7. Là. Ça tourne tout le temps. Mais par contre, il faut éviter d'aller trop loin. Il faut éviter de se surmener, surtout en une période là, comme on vit actuellement. Ça veut dire des fois que, vu qu'il y a moins de luminosité et qu'il y a plus de noirceur, ben, c'est un temps d'introspection naturelle. C'est du temps pour prendre sur soi. C'est du temps pour respirer. Peut-être faire l'analyse de la saison, comment elle a été. Est-ce que je suis content de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine saison? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est temporaire. Oui, on tombe dans une période de plus grande, disons, de noirceur, là. Mais on sait tous que le printemps va revenir, puis une autre saison à préparer déjà. Là. Ceux qui font des jardins, je suis sûr qu'ils pensent déjà comment ils vont changer leurs affaires l'année prochaine. Mais c'est normal. Il faut prendre ce moment-là pour s'observer en pleine conscience. Pour la pleine conscience, ça va faire partie de d'autres capsules que je vais présenter éventuellement. Eh bien, il y a bien des techniques. La plus grande, la plus simple, c'est la respiration. Juste pas oublier qu'on respire environ 20 000 fois dans une journée. Combien de fois qu'on s'en rend compte qu'on respire? Pratiquement jamais. Hein? Sauf là, si je vous dis, prenez le temps de regarder votre respiration. Mais là, je prends le temps de regarder. Je peux me calmer. Respiration par le nez, abdominale. Là, je me calme. Je deviens plus posé. Plus en contact avec le moment présent. Puis quand je suis plus en contact, que je suis plus calme, ben, j'ai plus le temps de voir venir les choses arriver à moi. Fait que je suis moins en réaction. Je suis plus en présence. Mais ça va faire partie de d'autres capsules que je vais vous montrer, si vous le voulez bien. Donc, une des choses, maintenant je vais vous parler de l'effet de dépression hein, puis anxiété. Fait que le phénomène anxio-dépressif. Vivre dans le futur. Vivre dans le futur, c'est de se projeter en qu'est-ce qui va se passer plus tard. Se projeter plus tard. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer plus tard parce qu'on n'est pas là. C'est juste une supposition, c'est une création de notre esprit, ce qui va se passer plus tard, avec pour information ce qu'on a vécu dans le passé. Si on a eu un beau passé, ben ça va bien. T'sais. Sauf que si on a eu des coups durs, puis là on s'attend toujours à avoir des coups durs, puis qu'on anticipe des coups durs, qu'on se conditionne à ça. L'anxiété, l'angoisse, ça devient une peur qui paralyse, qui se met ses freins. Je vais donner mon exemple là, de la personne qui conduit une auto. La personne qui conduit une auto, elle a besoin de regarder un peu plus loin ce qui va se passer. Elle a besoin de regarder, voir un champ panoramique là, de sa vision de conduite. Mais là, à un moment donné, la personne, si elle est trop anxieuse, puis elle conduit, puis là, il est écrit « traverse le chevreuil ». Là, écoute, je peux en frapper un chevreuil, là.
qu'est-ce qui va arriver? Si je frappe le chevreuil, je brise mon auto neuve, puis là, il peut. Et puis là, si c'est un orignal, ben, il roule sur mon capot, il peut m'arriver, je peux mourir, puis là, je pèse ses breaks, puis je ralentis, puis j'anticipe tellement que je mets mes jumelles pour aller voir le plus loin possible, mais quand je fais ça, ben, je ne vois pas ce qui se passe là, à l'instant présent. Donc, image de l'anxiété. Angoisse, dépression. Dépression va souvent être le fait de vivre dans le passé, comme je disais tantôt. Vivre dans le passé, ça va être de choisir de revivre un événement négatif, un ressentiment. C'est qu'il s'est passé quelque chose de difficile. Je ne sais pas pourquoi, je suis tout le temps en train de penser à ça. J'y pense. Ah, je jongle à ça. Ah, que j'aurais pu faire. Ah, puis j'y pense. Mais je revis toujours l'émotion qui est vraiment pas belle. Ça amène quoi? Une tristesse. Puis souvent, une victimisation. Dans le sens que, pourquoi c'est arrivé à moi? Puis là, je me repasse toujours dans des événements qui sont extérieurs à moi, qui ne sont vraiment pas favorables à un bon ici et maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a du contrôle? C'est pas compliqué. On ne contrôle pas grand-chose. Je peux-tu revenir dans ce qui s'est passé avant? Je peux-tu refaire les événements qui se sont produits dans ma vie? Ben non, c'est fait. Est-ce que je peux gérer ce qui va se passer dans le futur? Est-ce que je peux gérer ce qui va se passer encore plus loin que ça avec des gens de mon entourage, mes parents, ma femme, mes enfants? Non. La seule chose sur quoi j'ai du contrôle, c'est le ici et le maintenant. C'est facile à dire, ça. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui, ici et maintenant, de faire une vidéo. J'ai choisi de faire une vidéo pour essayer d'aider des gens qui ont une problématique. Je choisis ici et maintenant de vous parler. Qu'est-ce qui va se passer après? On choisit ici et maintenant de passer un bel hiver. Fait qu'on s'arrange pour se mettre des objectifs. On s'arrange pour mettre... on planifie, aujourd'hui et maintenant, je planifie de passer une belle saison. Donc, je vais aller faire du ski. Hein? Avec ma famille, je me suis acheté des skis. Là. Ça fait 25 ans que je n'en ai pas fait. Mais je veux passer un bel hiver. Donc, je fais des actions pour aujourd'hui. Et non pas en arriver. Ouais, ben là, avec le COVID, ça se peut que le monde soit fermé. Ça se peut que, finalement, je ne rien, je vais rester assis chez nous parce que ça se peut que. Une des choses les plus dures qui existent pour vaincre la dépression, là, je fais un large spectre quand je parle d'un grand portrait là, de dépression saisonnière, mais c'est regarder dans le miroir et se dire je m'aime. C'est quand la dernière fois que vous avez été capable de vous regarder bien comme il faut dans le miroir? Puis dire vraiment, je suis content de la personne que je deviens. Je m'aime. C'est pas quelque chose qui est inné, qui est facile, mais qu'il faut cultiver. Il faut cultiver ça jour après jour, d'avoir un regard positif sur soi. Quand je dis je suis l'acteur de ma vie, c'est que dans le ici et maintenant, je décide. Je suis l'acteur, c'est moi qui décide ce que je veux en faire de cette vie-là. Si je ne suis pas bien dans quelque chose, bien, il appartient à moi de changer cet événement-là et ne pas recevoir l'information de l'extérieur et de subir. Non, je décide pour aller mieux. Il faut savoir verbaliser nos choses aussi. Donc, je disais, apprendre à s'aimer, vivre selon ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, puis ça, les valeurs, c'est pas les mêmes pour chacun. Et puis, souvent, ce que j'ai observé au cours de ma carrière, c'est que les gens qui ne se sentent pas bien, ben, à 80, tout le temps, dans le fond, c'est parce qu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs. Ils font des choses dans lesquelles ils ne se sentent pas bien. Ça peut être une relation de couple, ça peut être un travail, ça peut être name it. Mais c'est tout le temps quelque chose qui est brimant dedans. Puis quand c'est brimé là, ben, tout le reste, malheureusement, ouais. Quand c'est brimé là, la seule façon de pouvoir bien vivre, c'est de l'extérioriser par la voix. Donc, s'affirmer en disant « je n'aime pas ça » ou « je veux ça là dans ma vie ». Donc, c'est important de bien nommer les choses. Mais pour bien les nommer, il faut l'avoir assimilé nous autres mêmes, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Fait que cette période-là de l'année, là,
elle sert à se regarder, à faire l'introspection, à avoir une autocritique, et puis repartir sur un meilleur pied pour la prochaine année qui s'en vient, qui est 2021, qui va aller mieux que 2020. Ça ne peut pas être pire. Donc, en terminant, comment on peut gérer une dépression saisonnière? Ben, ça peut être en résistant, en luttant, en s'acharnant à la vaincre, en se disant que l'homme est plus grand que la nature, on va dominer la nature, on va mettre des fluorescents partout, on va travailler 24/7, on va faire des temps supplémentaires, on va continuer à se défoncer, on va continuer à travailler, on va continuer à faire marcher l'économie. Je voudrais être l'été tout le temps. Hein? Ça me prend mon voyage dans le sud. On ne peut pas voyager cette année. On peut aussi tomber dans l'inaction, état de victime, grisaille sans fin. Ah, là, on se démoralise, je deviendrai jamais rien. Hein, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, Steve, là, mais. Faut aller me coucher. M'en me coucher. Non, la façon de faire, c'est accueillir vraiment les changements de saison, les changements d'état, comment on se sent de façon ouverte. Il faut accueillir ce qui s'en vient, en pleine conscience. C'est-à-dire en ralentissant, en prenant du temps pour soi, de se ressourcer, puis comme je disais tantôt, de se préparer pour un prochain printemps. Parce que oui, il y a toujours un effet de balancier. Et oui, ça va aller mieux. Ça va bien aller, arc-en-ciel, nuage. Oubliez-le pas. Donc, juste en terminant, je vais spécifier mon offre de service. Je suis encore infirmier dans le réseau, mais graduellement, je vais offrir de plus en plus des services au privé. Votre infirmier privé, un accompagnement vers le rétablissement. Donc, j'offre vraiment d'accompagner, ça veut dire, je ne suis pas là pour faire à la place. Je suis là pour partager toute la connaissance que j'ai acquis au fil des années par mon métier d'infirmier en santé mentale, mon infirmier en toxicomanie, mon infirmier dans une résidence en rétablissement, au CLSC en abandon tabagique, puis un bon bagage là, en santé mentale. Mais il y a aussi tout le bagage de l'homme, qui a 42 ans, puis qui a fait plusieurs métiers dans sa vie, puis l'expérience de vie, les hauts, les bas, comment j'ai réussi à remonter de certains bas qui étaient vraiment difficiles. Ben, je donne mes trucs, je donne des clés. Et voilà. Donc, je fais une évaluation de la condition physique et mentale parce qu'un va avec l'autre. Une approche qui est discrète, personnalisée selon vos besoins. Je me préoccupe beaucoup d'éviter la stigmatisation. Donc, il y a vraiment la confidentialité dans les dossiers que je traite. Je mentionne souvent qui va aller attendre 12 heures à l'urgence pour avoir une consultation parce qu'il fait de l'anxiété ou qu'il est dépressif. Écoute, ça prend du courage. Surtout pour quelqu'un qui est un chef d'entreprise, qui est bien connu dans sa région, ou même le professionnel de la santé qui ne veut pas être. C'est gênant d'aller consulter là, pour soi. L'avantage, c'est un suivi qui est discret parce que c'est une consultation qui peut être web, téléphonique, à la maison. Donc, c'est vraiment dans un, je dirais plus un vase clos qui permet d'avoir un meilleur lien thérapeutique et puis une meilleure confidentialité. Une consultation en PME, il est prouvé que les problématiques en santé mentale coûtent une fortune aux entreprises. Je sais qu'il existe beaucoup de programmes de PAE pour les plus grosses entreprises, ceux qui ont des ressources humaines déjà installées. Cependant, les petites PME d'une 10-15 employés, ils ont probablement, c'est rare qu'ils ont vraiment là, des ressources pour pouvoir, premièrement, éviter un arrêt de travail. Des fois, ça va être juste de désamorcer une situation qui ne va pas bien. Ça peut être un débalancement là, au niveau de la personne là, biochimique ou émotionnel. Fait que moi, j'offre aux entreprises, aux PME, d'accompagner leurs employés, premièrement pour éviter un arrêt de travail. S'ils sont en arrêt de travail, ben, c'est comment revenir au travail. Puis s'ils reviennent au travail, et quand ils vont revenir au travail, ça va être de persévérer dans le temps. Pour avoir des employés qui sont heureux. Quand on a des bons employés aujourd'hui, ça vaut de l'or, donc on va en prendre soin. C'est un service que j'offre aux PME. À noter que je fais l'accompagnement aussi, ça peut être au niveau là, des équipes qui sont de santé qui sont déjà en place. Si vous avez un bon médecin de famille, si vous avez un bon psychiatre, un naturothérapeute, peu importe qui, ben moi je fais juste je peux faire les liens aussi, donner de l'information, travailler avec l'équipe.
Je fais de l'enseignement, du soutien aux familles. Ça arrive souvent. Souvent qu'il y a des incompréhensions. Il y a un membre de la famille qui souffre, qui est malade. Ben, c'est toute la famille alentour qui en souffre. Alors, je peux faire de l'accompagnement. Des fois, ça peut être même des parents qui ont un jeune qui ne va pas bien, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment l'aider à ce que lui-même demande de l'aide. Ben, je peux intervenir, ça peut être un élément pivot là-dedans. Donc, des ressources pour vos assurances et aussi à la fin de l'année sur vos impôts. Alors, je vous invite à communiquer avec moi à votre infirmier privé, à commercial, gmail.com. Il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent, là, des capsules sur YouTube, sur Facebook. Et puis, je vous encourage à partager, s'il vous plaît. Merci et bonne journée.